Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pour une communauté humaine et animale. La question de la dignité de l'animal. Il est sans doute troublant de constater à quel point notre rapport à l'animal est complexe. D'un côté, nous considérons l'animal domestique comme notre semblable capable de communiquer et d'échanger. D'un autre côté, nous voyons la bête comme un être à exploiter, à utiliser selon nos besoins. De ce fait, le statut de l'animal apparaît dans toute son ambiguïté à la fois bien meuble dans le Code civil et être sensible dans le Code pénal. Mais, en janvier 2015, le Sénat reconnaît à l'animal le statut d'être vivant doué de sensibilité. Est-ce pour autant que l'animal ne sera plus considéré comme un bien, une propriété mais comme un sujet à part entière ? Rappelons que la loi du 10 juillet 1976 est à l'origine des articles 453 et 545 du Code pénal. Il est donc exigé que l'animal, en vertu de son statut d'être sensible, ne subisse aucune cruauté et que son propriétaire le place, dans des conditions compatibles avec les impératifs de son espèce. Pour autant, reconnaître à l'animal le statut d'être vivant doué de sensibilité dans le Code civil, est-ce définir son statut moral et la responsabilité de l'homme à son égard ? Il semble essentiel de définir la nécessité d'une éthique animale, qui est selon la définition de Franck Derouz et Philippe Van Parijs, l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux pris individuellement. Il faut donc interroger notre responsabilité à l'égard des animaux. Avons-nous des devoirs envers eux et quel type de devoirs avons-nous ? Il est évident que le simple fait d'avoir des obligations envers les animaux n'implique en aucune manière que nous les considérions en eux-mêmes, c'est-à-dire comme des êtres ayant une valeur intrinsèque. En effet, nous pourrions contracter des obligations quant au bien-être des animaux dans les laboratoires d'expérimentation, en diminuant leur souffrance, sans pour autant les considérer comme des êtres ayant une subjectivité propre. En d'autres termes, il s'agit de s'interroger sur la possibilité de reconnaître à l'animal une dignité comme on reconnaît à l'homme des droits et un statut. De ce fait, reconnaître à l'animal le statut d'être sensible semble impliquer l'idée que ce dernier doit avoir des droits, mais toute la question revient à s'interroger sur l'analogie entre les droits de l'animal et ceux de l'homme. Ensuite, le problème est de savoir si l'animal peut être considéré comme une personne. Mais on peut craindre, en vertu de la pluralité des sens conférés à l'animal, une hiérarchie parmi les espèces. Or, introduire une hiérarchie parmi les êtres vivants, c'est défendre la thèse du spécisme, c'est-à-dire une discrimination selon l'espèce. Le philosophe australien Peter Singer considère que le spécisme est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Toutefois, un des critères qui apparaît essentiel dans la prise en compte d'une éthique animale est la souffrance des êtres vivants. En effet, la prise en compte de la souffrance animale implique une égale considération envers tous les animaux. Le fait qu'un animal puisse éprouver de la souffrance à cause de l'homme, dans sa manière de l'exploiter, pose effectivement un problème moral et sans doute le plus important. Au nom de quelle suprématie l'homme se donne-t-il le droit d'infliger des douleurs à d'autres êtres vivants ? La tradition utilitariste depuis Bentham, 1748 à 1832, fonde la considération morale des animaux sur le critère de la sensibilité et de la souffrance. Singer, en continuité de cette pensée, prendra en compte les intérêts de l'animal à ne pas souffrir. Il est évident que la faculté de raisonner selon Bentham ne conduit nullement à l'acquisition de droits. C'est ainsi que le seul critère de la sensibilité suffit pour reconnaître à l'animal un statut. Citons Bentham. Le jour viendra peut-être où il sera possible au reste de la création animale d'acquérir ces droits qui n'auraient jamais pu lui être refusés sinon par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est nullement une raison pour laquelle un être humain devrait être abandonné, sans recours aux caprices d'un tourmenteur. Il est possible qu'on reconnaisse un jour que le nombre de jambes, la pilosité de la peau ou la terminaison de l'os sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes d'abandonner un être sensible au même destin. De ce fait, il convient de se demander si la distinction entre l'homme et l'animal est justifiée. L'auteur poursuit. Quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable ?
Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être la faculté de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte est, au-delà de toute comparaison, un animal plus raisonnable, mais aussi plus susceptible de relations sociales, qu'un nourrisson d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Mais supposons que la situation ait été différente. Qu'en résulterait-il? La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Il est donc nécessaire de prendre en compte la douleur animale et les intérêts du vivant, pour qu'une égalité de considération puisse surgir. Pour autant Bentham, en raison des faibles capacités cognitives des animaux, ne s'opposera pas à l'idée de les utiliser comme des ressources. Notre propos consistera à présenter dans une première partie la question de la spécificité de l'homme par rapport à l'animal. Dans quelle mesure l'homme, en vertu de sa supériorité, est-il autorisé à exploiter l'animal? Toutefois, en tant que créature morale, l'homme est aussi un être responsable qui a des devoirs envers l'animal. Mais il conviendra de distinguer les devoirs directs envers l'humanité et les devoirs indirects envers les animaux selon Kant. Nous nous demanderons quel type d'éthique est en mesure de prendre en compte les intérêts et les droits des animaux. Nous montrerons que la question des intérêts ne rejoint pas nécessairement la question des droits. Ensuite, nous nous interrogerons sur la pertinence des critères comme l'empathie, le respect, la dignité quant à la considération morale des animaux. Dans une seconde partie, nous montrerons que l'homme n'a pas seulement des devoirs indirects envers l'animal, mais doit prendre en considération sa sensibilité et ses intérêts. Nous présenterons les fondements de la philosophie utilitariste sur la question des intérêts de l'animal. Ainsi, selon le philosophe utilitariste Singer, l'égalité de considération est à distinguer de l'égalité de traitement. Nous montrerons les limites de la théorie du philosophe australien quant à la valeur d'une vie d'un animal humain et non humain. En effet, selon la tradition utilitariste de Bentham à Singer, les animaux sont en effet reconnus comme des êtres doués de sensibilité capables de ressentir la douleur. Pour autant, ils ne sont pas égaux face à la vie parce que les intérêts des hommes du fait de leur capacité cognitive sont supérieurs aux premiers. Par conséquent, les animaux peuvent être considérés comme des ressources pour les humains. Nous exposerons la critique de Francione, farouche adversaire de l'utilitarisme. À ce titre, il n'est pas certain que les politiques de protection soient suffisantes pour promouvoir l'égalité animale. Nous opposerons cette conception des intérêts de l'animal à la question du droit de l'animal analysée par le philosophe et juriste Tom Regan. L'animal est le sujet d'une vie. Par conséquent, il a une valeur intrinsèque. Dans une troisième partie, nous nous demanderons s'il est nécessaire de reconnaître la dignité d'un animal afin de lui accorder une valeur intrinsèque. En effet, les droits de l'homme reconnaissent la dignité et l'égalité de tous les êtres. La question est de savoir si l'on peut prendre pour modèle les droits de l'homme pour les droits des animaux. Dans une quatrième partie, nous nous intéresserons aux obstacles quant à une théorie des droits des animaux. Nous tenterons d'expliquer en quoi consiste notre schizophrénie morale à l'égard des animaux. Dans la cinquième partie, nous tenterons de montrer comment les scientifiques, la société justifient deux pratiques qui impliquent la souffrance des animaux. L'expérimentation animale sera considérée comme un art médical nécessaire à la santé humaine. Ensuite, nous nous demanderons comment un divertissement comme la corrida, tradition locale ininterrompue, peut se maintenir dans certaines villes du sud de la France alors qu'elle implique la mise à mort d'un être vivant. Dans la sixième partie, nous poserons une question essentielle, celle de notre altérité avec l'animal. Nous montrerons qu'il existe une véritable parenté entre l'animal et l'humain. De ce fait, l'homme n'a pas le monopole de l'intelligence, de l'empathie. Dans la septième partie, nous réfléchirons à la possibilité d'une communauté politique constituée d'humains et d'animaux. Enfin, dans la huitième partie, nous poserons la question du choix éthique. Au nom de quelle valeur les végétariens décident-ils de ne plus consommer de la viande? De ce fait, nous poserons la question de la justice. Force est de reconnaître la nécessité morale de vivre en paix, avec des hommes luttant pour le droit à la vie, et avec les animaux dont on ne respecte pas toujours les droits fondamentaux. Nous défendrons la nécessité de cohabiter ensemble et de partager les ressources naturelles.
Chapitre 1 – L'humanité contre l'animalité. Il s'agit de s'interroger sur les raisons de la suprématie de l'humain sur l'animal. Dans la pensée occidentale inaugurée par deux grandes figures de la philosophie, celle de Descartes et de Kant, l'homme est devenu civilisé par son arrachement à la nature. De ce fait, le propre de l'homme reposerait sur la possession d'une culture, d'un langage, d'une technique. Or, il n'est pas certain que l'on ne puisse concevoir de protoculture chez l'animal. Mais du fait de cette différence ontologique entre l'humain et l'animal, le second n'a droit à aucune considération morale. Avec raison, la philosophe Florence Burga affirme que la soi-disant essence de l'animal est déduite d'une privation de tous les attributs qui sont censés caractériser l'humain. Si l'animal n'a pas de valeur intrinsèque, il ne peut être considéré comme une personne. C'est pourquoi nous n'avons que des devoirs indirects à son égard selon Kant. Il convient bien entendu ne pas encourager la cruauté, mais nous n'avons des devoirs directs qu'envers l'humanité. Nous entendons montrer en quoi le déontologisme de Kant constitue une impasse pour reconnaître aux animaux une considération morale. Il faut bien distinguer les politiques de protection des animaux des revendications radicales telles que l'abolitionnisme. Quelques éléments en faveur de la suprématie de l'homme. Animal vient du latin animus, terme qui signifie principe vital. Autrement dit, il désigne un être complexe et multicellulaire qui va de l'anémone de mer au grand singe. C'est pourquoi il est difficile de faire de l'animal un être uniquement caractérisé par sa mobilité, tant la diversité des espèces caractérise ce terme. Il existe toutefois une définition de dictionnaire communément admise selon laquelle les animaux sont des organismes eucaryotes pluricellulaires généralement mobiles et hétérotrophes. Mais une autre définition apparaît plus polémique, plus idéologique dans l'acception qui en est faite, celle qui réside dans l'opposition de l'homme à la bête. L'homme défini comme un homo sapiens se montrerait supérieur à l'animal en raison de son intelligence et de sa culture. C'est ainsi que l'humanisme défend la spécificité de l'homme par la maîtrise des techniques, du langage, de l'art. Mais ce clivage est contestable à proportion des connaissances dans le domaine de la biologie, de l'éthologie. Il semble en effet absurde de maintenir de telles différences de nature entre l'homme et les animaux supérieurs quand des observations montrent que les animaux ont des capacités cognitives assez développées comme la mémorisation, possèdent une culture et un langage approprié. Il suffit par exemple de s'interroger sur l'essence d'un phénomène culturel. La culture renvoie à la transmission d'informations, de savoir entre individus. Elle implique donc un apprentissage social, une imitation des autres. Selon Kevin Laland et Will Opit, la culture est l'ensemble des caractères propres à un groupe d'individus, partagés entre les membres de ce groupe et qui repose sur l'apprentissage social et la transmission d'informations. Ainsi en 1950, l'anthropologue Kinji Imanishi montre que les macaques en raison de leur capacité à observer et imiter sont en mesure de laver des patates. On constate qu'année après année les macaques adoptent ce comportement. En ce sens, il est juste de parler de transmission sociale et d'apprentissage. D'ailleurs, ce qui attesterait de la présence de cultures animales, c'est la diversité des comportements à l'intérieur d'une même espèce. Des chimpanzés ouvrent des noix à l'ouest de l'Afrique mais pas à l'est. Pour autant, comment peut-on expliquer la croyance en la supériorité de l'homme ? Notre démonstration consistera à aborder la question sous l'angle de l'éthique animale. Il s'agit bien de l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux pris individuellement. Il nous semble nécessaire de définir en premier lieu les devoirs de l'homme envers l'animal. Puis il convient de comprendre en second lieu au nom de quelle justification on peut tolérer l'exploitation animale dans la mesure où le non-humain est considéré comme un moyen. L'approche kantienne nous semble déterminante dans la mesure où la morale est définie comme une morale des principes. Une action comporte une valeur morale si le sujet agit uniquement selon la loi morale. Il faut, pour saisir la spécificité du statut de l'être humain par rapport à l'animal, comprendre l'opposition entre le domaine de la nature et le domaine de la liberté. Autrement dit, un homme ne peut être libre s'il agit selon une causalité naturelle, selon un motif sensible. Il faut donc que l'être raisonnable s'affranchisse de tout déterminisme naturel,
afin d'agir uniquement selon la loi morale ou pour le dire autrement pour agir selon un mobile de la raison pratique. La loi morale est donc le mobile par lequel nos actions ont une valeur morale. La nécessité des actions morales repose donc non sur un déterminisme naturel, mais sur l'autonomie du sujet. Citons un extrait de Critique de la raison pure. Quand je dis d'un homme qu'il commet un vol, que cette action est, d'après la loi naturelle de la causalité, un résultat nécessaire des principes déterminants du temps qui a précédé, c'est qu'il était impossible qu'il n'eût pas lieu. Comment donc puis-je, en jugeant d'après la loi morale, faire ici un changement et supposer que l'action aurait pu cependant être omise, parce que la loi dit qu'elle aurait pu l'être. Il faut donc articuler la liberté du sujet avec l'existence de la loi morale. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre appui sur les deux expériences de pensée proposées par Kant. Supposons, selon Kant, qu'un homme décide de se rendre devant la maison de sa bien-aimée et qu'il se trouve face à une potence signe d'une sanction possible. Sans hésiter, cet homme décidera de renoncer à l'objet de sa passion en vertu de son amour pour la vie. Mais supposons qu'un prince ordonne à un homme de faire un faux témoignage à l'encontre d'une personne honnête en le menaçant de mort s'il n'obéit pas. Dans les faits, cet homme hésitera à ne pas exécuter ce que le prince ordonne par amour de la vie. Mais il a la possibilité de choisir, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de son instinct. Selon le philosophe allemand, cet homme juge donc qu'il peut faire une chose parce qu'il a conscience qu'il doit la faire et il reconnaît en lui la liberté qui, sans la loi morale, lui serait restée inconnue. Il faut donc accepter l'idée que l'homme est en mesure de dépasser ses penchants, ses instincts. Dans le cas contraire, il est considéré non comme une créature raisonnable mais comme un animal. L'opposition kantienne entre l'humanité et l'animalité apparaît dans toute sa clarté. L'être humain a pour destination de devenir raisonnable. C'est pourquoi l'instinct, contrairement à l'animal, ne le constitue pas. Il faut donc comprendre comment l'homme passe du stade de sauvage à celui d'homme civilisé et moral. C'est justement par l'éducation qu'il parvient à conduire sa vie raisonnablement. Le dualisme kantien a pour conséquence l'opposition entre le domaine de la liberté et le domaine de la nature. Les êtres raisonnables sont à considérer comme des personnes, des sujets. En revanche, les êtres déterminés par leur nature sont à mettre du côté de l'animalité. Ils ne peuvent être considérés comme des sujets autonomes. Il faut donc s'interroger sur le rôle de l'éducation chez l'homme afin de comprendre pourquoi l'animal est cantonné à son instinct, et pourquoi donc en conséquence il est privé de droits. Kant reconnaît bien que l'homme et l'animal ont certes des points communs comme l'instinct de nutrition et l'instinct sexuel, mais seul l'homme a pu dépasser ces caractéristiques biologiques, parce qu'il est destiné à devenir raisonnable. Dès lors, il faut bien concevoir la nécessité de l'éducation afin de transformer les dispositions naturelles de l'homme. C'est pourquoi seul l'homme peut être éduqué, voire dressé, contrairement à l'animal qui est entièrement défini par son instinct. Citons le propos de Pédagogie. La discipline change l'animalité en humanité. Un animal est déjà tout par son instinct. Une raison extérieure a sans attendre tout arrangé pour lui. L'homme, quant à lui, a besoin de sa propre raison. Dépourvu d'instinct, il doit façonner à son usage le plan de sa conduite. Autrement dit, l'homme doit apprendre à devenir libre et autonome afin de se libérer de son animalité. Il doit donc forger lui-même ses propres règles de vie et constituer sa conduite morale. L'autonomie morale selon Kant présuppose de se déterminer soi-même selon la loi morale. C'est en ce sens que l'être raisonnable est à la fois un sujet juridique et un sujet moral. De ce fait, il possède des droits et des devoirs. Selon la tradition de l'humanisme juridique, l'homme a des droits et des devoirs en vertu de son statut de personne, de sa nature. Rousseau affirme justement dans Du contrat social que l'homme est né libre et partout il est dans les fers. En raison de sa nature, l'homme a des droits naturels inaliénables. La finalité du droit est de le protéger des abus du pouvoir, des rapports de force. À juste titre, le philosophe anglais Locke a recours à l'image de la barrière protectrice. Il s'agit de garantir à l'individu un droit à la vie, à la liberté, à la propriété sans quoi tout abus devient possible. En quoi précisément dans la tradition de l'humanisme juridique, la personne est-elle seule porteuse de droits ? Est-ce parce qu'elle est dotée d'une pensée réflexive qu'elle doit acquérir des droits et mériter notre considération morale ?
Notre hypothèse est que l'humanisme s'enracine dans une opposition entre l'ordre de la nature et celui de la culture. C'est en ce sens que l'homme dans la tradition cartésienne apparaît comme maître et possesseur de la nature, et seigneur de la nature, dans la philosophie kantienne. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss en fait le constat amer. C'est maintenant qu'exposant les tares d'un humanisme décidément incapable de fonder chez l'homme l'exercice de la vertu, la pensée de Rousseau peut nous aider à rejeter l'illusion dont nous sommes, hélas en mesure d'observer en nous-mêmes et sur nous-mêmes les funestes effets. Car ce n'est pas le mythe de la dignité exclusive de la nature humaine qui a fait essuyer à la nature elle-même une première mutilation, dont devraient inévitablement s'ensuivre d'autres mutilations. L'homme s'est donc dissocié de la nature. L'auteur poursuit. On a commencé par couper l'homme de la nature, et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Il est vrai que s'observe dans la pensée occidentale une rupture dans l'ordre de la nature et l'ordre de la civilisation. De ce fait, l'homme coupé de la nature ne lui rend plus hommage, ne respecte plus l'ensemble des vivants. En revanche, chez certains peuples du sud-est de l'Asie, force est de constater que les croyances animistes ont pour conséquence une plus grande attention à la vie sous toutes ses formes. 2 devoirs directs et devoirs indirects. Il semble nécessaire de comprendre le statut métaphysique de l'homme par rapport à l'animal, et par voie de conséquence les droits et les devoirs qui lui sont conférés. Kant, dans Métaphysique des mœurs, explique d'où vient la suprématie de l'homme. De même donc que l'on peut dire des plantes, par exemple des pommes de terre et des animaux domestiques qu'on peut en faire usage, les consommer et les détruire, les faire abattre, parce que sous le rapport de l'abondance, ils sont l'œuvre de l'homme, de même, semble-t-il, on pourrait ainsi dire de la puissance suprême dans l'État, le souverain, qu'il a le droit de conduire ses sujets qui en majeure partie sont son propre produit, à la guerre comme à la chasse et à une bataille rangée comme à une partie de plaisir. L'homme peut être considéré comme le seigneur de la nature car il transforme par son activité technique les phénomènes naturels. En effet, c'est bien par son travail que l'homme parvient à domestiquer les animaux sauvages. En conséquence, l'homme s'octroie le droit de disposer des végétaux, des animaux. Pour autant, on pourrait s'interroger sur la légitimité de ce pouvoir humain. À la suite du texte, le philosophe allemand instaure une différence entre le citoyen qui ne peut être une propriété, car ce serait faire de l'homme le sujet d'une autorité souveraine, et l'animal qui peut en raison de son statut être une propriété de l'homme. Ainsi, l'homme a la possibilité de donner son consentement alors que l'animal est assujetti à la volonté de l'homme. Il ne peut en conséquent être considéré comme un citoyen et acquérir des droits. Il convient d'examiner les conséquences du statut de l'homme comme seigneur de la nature. Dans la nature, l'homme n'est pas le mieux loti parmi les êtres vivants car il doit affronter le froid, les maladies, le danger. Mais il possède un entendement qui le rend indépendant de la nature. En effet, l'homme dispose d'une aptitude au fin qui rend possible la culture. De ce fait, l'homme, fin dernière de la nature, participe au développement de l'humanité. Cette émancipation de l'homme dépend de sa capacité à choisir des fins plus élevées que celles que lui propose la nature. En ce sens, la culture représente bien la fin dernière de l'homme. L'animalité, c'est ce qui caractérise l'homme dans ses dispositions grossières et originaires. On pourrait s'attendre à ce que l'homme n'accorde aucune considération à l'animal, en vertu du fait qu'il peut en faire usage. Mais il faut sans aucun doute pour le moraliste Kant se garder de 2 excès. D'une part, l'animal ne mérite pas notre respect et notre considération morale car ce n'est pas un être raisonnable, une personne. D'autre part, nous ne pouvons montrer de la cruauté à l'égard de l'animal car nous serions des êtres immoraux et déraisonnables. Il faut donc distinguer les devoirs envers un animal et les devoirs envers l'humanité. En effet, Kant oppose les êtres sensibles et les êtres rationnels. Si un animal est reconnu pour sa sensibilité et son intelligence, il n'a droit à aucune considération morale en vertu du fait que seul un être rationnel doit être respecté dans sa personne et dans son humanité. Il doit donc admettre que les êtres dignes de respect ont une valeur et non un prix. C'est pourquoi la personne doit être considérée comme une fin en soi, et non comme un simple moyen, un instrument. L'être raisonnable, contrairement à une chose, possède une valeur absolue.
Respecter la personne humaine, c'est respecter son humanité indépendamment de l'usage que l'on peut en faire. Citons fondement de la métaphysique des mœurs. Je dis, l'homme et en général tout être raisonnable existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Ainsi, mettre fin à ses jours, c'est se considérer comme un simple moyen, c'est aller contre les devoirs d'humanité. Pour autant, l'animal n'est pas une chose puisqu'il est doué de sensibilité. On ne peut donc lui imposer des souffrances. À ce titre, Kant reconnaît que nos devoirs à l'égard des animaux sont indirects. En d'autres termes, les devoirs indirects n'impliquent aucune considération morale directe. Il s'agit de condamner la cruauté, la souffrance que l'homme pourrait infliger aux animaux. De ce fait, l'animal n'est pas considéré comme ayant une valeur intrinsèque, une valeur propre. Mais il serait immoral de ne pas blâmer les actes de cruauté à l'égard des animaux, car ce serait donner un mauvais exemple aux enfants. En ce sens, l'éducation viserait à écarter autant que possible les comportements violents des futurs adultes. En quelque sorte, le blâme serait de nature pédagogique, et non en vertu d'un respect pour l'animal. Citons Kant dans Leçons d'éthique. Celui qui abat son chien parce qu'il n'est plus d'aucune utilité n'enfreint pas en vérité le devoir qu'il a envers son chien, mais des devoirs qu'il a envers l'humanité. S'il ne veut pas étouffer en lui ses qualités, il doit faire preuve de bonté de cœur à l'égard des animaux, car l'homme qui est capable de cruauté avec eux sera aussi capable de dureté avec ses semblables. Traiter son animal sans lui imposer des souffrances inutiles revient donc à former l'homme, à lui inculquer une morale. Mais les humains n'ont pas de devoirs directs envers les animaux, ce sont des devoirs envers l'humanité. Il est intéressant de constater que les devoirs envers l'humanité sont des devoirs envers nous-mêmes, car nous avons des obligations envers autrui en tant qu'êtres raisonnables capables de s'obliger. L'accomplissement des devoirs envers nous-mêmes est la condition de l'accomplissement des devoirs envers autrui. L'homme doit rester une créature raisonnable en mesure de compatir à la souffrance des êtres vivants. La reconnaissance même pour les longs services d'un vieux cheval ou d'un vieux chien, comme si c'était une personne de la maison, rentre directement dans les devoirs de l'homme si on les considère relativement à ces animaux, mais considéré directement, ce devoir n'est toujours qu'un devoir de l'homme envers lui-même. Dans cette mesure, on peut se demander ce qui empêche l'éthique kantienne de faire de l'animal un être ayant droit à notre considération morale. Reprenons les principales thèses de l'argumentation. Nous n'avons des devoirs qu'envers nous-mêmes ou qu'envers autrui. Les devoirs envers l'humanité en sont le miroir. Nous ne pouvons respecter que les êtres raisonnables, les personnes. Nous n'avons que des devoirs indirects envers les animaux. Ils sont exclus de notre considération morale. Nous pourrions avancer deux propositions. La question serait de savoir si le fait de nuire à un animal, à un être humain ne fonderait pas les bases d'une morale minimale, a. Mais nous pourrions étendre nos exigences à la considération morale de l'animal. Ne pourrait-il pas être accepté comme un être ayant droit à notre respect en vertu de sa valeur intrinsèque, b. Il s'agit donc de deux positions en morale. La première n'exige pas que l'on reconnaisse la valeur intrinsèque de l'animal. La seconde en revanche lui accorde une importance morale. Il semble donc que deux perspectives s'offrent à nous. En premier lieu, le code rural et le code pénal sanctionnent les actes de cruauté à l'encontre de l'animal. Il s'agit donc de le protéger. En revanche, la deuxième perspective s'attache au statut moral et juridique de l'animal. Il s'agit de montrer qu'un être sensible doit avoir des droits, être reconnu dans sa sensibilité. Mais la question est de savoir quelle est la nature de ces droits. 3. La protection de l'animal. Commençons par indiquer quelles sont les grandes étapes de la protection animale. Dans le Code civil, l'animal est resté en France un bien, une propriété jusqu'en 2015 et ne peut être considéré comme un sujet à part entière en dépit de son statut d'être doué de sensibilité. Dans le Code pénal, l'animal est... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.